Merci d'abord pour votre bonne année déjà, meilleurs vœux et en particulier pour tous les élèves conservateurs et conservatrices, meilleurs vœux de réussite pour vos études dans le cadre de l'ENSIP qui vous a accueilli cette semaine. Donc nous sommes très heureux de vous compter parmi nous et donc en particulier donc pour vous accueillir ce soir, donc la direction des études et des stages a souhaité organiser une conférence de rentrée. Et donc, j'ai le plaisir... oui, je devrais peut-être me présenter rapidement. Donc, je suis Nicolas Beaupré, donc je suis professeur d'histoire contemporaine ici à l'ENSIP. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir un vieux camarade, on peut le dire, puisque nous nous sommes côtoyés déjà il y a fort longtemps à Nanterre, où nous étions encore étudiants en histoire, voilà, jeune et beau à l'époque. Et donc en la personne de David Collomb, donc, qui est historien comme moi et agrégé d'histoire, enseignant et chercheur à Sciences Po à Paris. Il est un enseignant très engagé, très actif. Il a notamment été l'artisan de la préparation à l'agrégation d'histoire à Sciences Po, qui est devenue en quelques années l'une des meilleures préparations pour les agrégations d'histoire et de géographie. Il a d'ailleurs publié un manuel pour la préparation à la grecque, mais il a publié de nombreux livres, donc, et c'est pour cela qu'il est présent avec nous ce soir, puisque David Collomb est un spécialiste de l'histoire de la propagande, de l'histoire de la presse et des médias et de l'histoire de la manipulation de l'information et des différentes formes de désinformation au XXe siècle, et donc jusqu'à la période contemporaine, jusqu'à ce qu'on appelle communément l'histoire du temps présent. Il a publié notamment donc les 4 ouvrages qui sont projetés, qui sont donc autant de facettes de son travail de recherche, qui reflète aussi d'ailleurs un certain nombre de thématiques de ses enseignements à Sciences Po. Donc un livre sur l'histoire de la propagande, un livre sur les maîtres de la manipulation, qui est à la fois donc une présentation d'une douzaine de biographies, à la fois de penseurs, mais aussi d'acteurs de la manipulation de l'information. Ça va de directeur de journaux à directeur des différents réseaux sociaux. On pourrait continuer à rajouter de chapitres et de chapitres. Finalement, c'est une histoire qui n'est pas évidemment terminée. Un livre consacré également à Rupert Murdoch. Et puis donc le dernier livre qu'il a publié en 2023, donc consacré à la guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits, dont la version en poche va paraître cette semaine, donc ce jeudi, donc dans 2 jours, dans toutes les bonnes librairies. Une nouvelle édition à laquelle David a ajouté une postface intitulée donc La guerre de l'information a bien eu lieu. On pourrait dire, elle continue d'ailleurs d'avoir lieu. Elle continue aussi depuis la sortie de ton livre, David, en 2023, de se transformer, de muter. Dans ton livre que tu nous avais présenté ici même, tu montrais le rôle des États, notamment à travers des services spécialisés dans cette guerre de l'information. Depuis la sortie de ton livre, cette guerre interétatique s'est parfois transformée aussi en une guerre civile, une guerre civile à l'intérieur même de nos démocraties, dont les acteurs sont parfois des États étrangers, mais plus seulement, avec aussi des acteurs non étatiques qui jouent un rôle considérable dans cette guerre de l'information, pour eux-mêmes, mais parfois aussi au service de ces États. Et finalement, à l'aveuglement face au rôle des États que tu soulignais dans ton livre, s'ajoute peut-être aujourd'hui un aveuglement face à ces acteurs
qu'on ne sait pas bien saisir. À cela s'ajoutent maintenant de nouveaux outils, depuis 2023, en particulier l'intelligence artificielle, et notamment les IA génératives, aussi bien d'images, de vidéos que de texte. Et ton livre, La guerre de l'information, a reçu d'ailleurs 3 prix et a été un très beau succès de librairie, ce qui montre bien aussi, finalement, à travers les lecteurs qu'il a rencontrés, peut-être une forme d'inquiétude par rapport à ce problème. Et donc, tu vas nous parler aujourd'hui de ton nouveau projet, de ton nouveau projet d'ouvrage qui est en cours d'écriture. Donc, le titre de la conférence, vous l'avez sous les yeux, comment lutter contre les manipulations de l'information, et de ce que tu appelles aussi l'infodémie, donc une espèce d'épidémie mondiale d'information et de désinformation qui appelle de la part des différents acteurs, donc étatiques, mais aussi finalement de nous-mêmes, une vigilance particulière et finalement une participation à un combat contre la désinformation. Donc c'est aussi pour cette raison que David Colomb a été invité par l'ADES et par l'école, par l'ENSIP, puisque vous autres, futurs conservateurs et conservatrices de bibliothèques, vous allez être de toute façon, quoi qu'il en soit, partie prenante de ce combat et de cette lutte quotidienne à travers vos prochaines fonctions. Déjà en tant que citoyen et citoyenne, mais aussi en tant que conservateur et conservatrice de bibliothèque. Donc j'ai déjà été trop bavard, mais avant de te donner la parole, je souhaite quand même avoir une pensée 10 ans après pour les attentats de Charlie Hebdo et les attentats antisémites du 7 au 9 janvier 2015. Charlie Hebdo, qui est aussi finalement aussi un combattant de la liberté d'expression, qui a fait aussi d'ailleurs l'objet d'attaques et de manipulations dans la lutte contre l'information, puisque des services russes ont créé des fausses unes de Charlie Hebdo au moment de la guerre en Ukraine. Et donc on avait mesuré finalement l'écho que pouvait avoir ce type de presse, y compris la presse satirique, ce qui nous ramène finalement aussi à notre sujet d'aujourd'hui. Donc on aura une pensée pour les 17, notamment pour les 17 victimes, et on pourrait même dire 18, puisque c'est mon fils qui nous a quittés il y a quelques mois. Donc David, donc tu as la parole. Et ensuite, nous vous donnerons aussi évidemment l'occasion d'échanger avec le conférencier. Merci à vous. Merci Nicolas, merci beaucoup pour cette invitation et félicitations pour votre admission à ce beau concours. Vous êtes en effet en première ligne dans ce combat essentiel. Lutter contre les manipulations de l'information, c'est un enjeu pour la sauvegarde de nos démocraties, c'est un enjeu aussi, je vais y revenir dans un instant, pour sauver des vies. Et je vous présente, ainsi qu'à votre école, et à notre démocratie, et à notre monde fondé sur des faits, et sur le monde du livre, je souhaite une belle et heureuse année 2025. Je partirai d'un constat qui a été fait il y a 1 an, presque exactement, celui du Forum de Davos, qui a commandé une étude à des experts sur les risques qui se présentaient à horizon de 2 ans pour les organisations. Et en tête de ces risques, il y avait pour la première fois la mésinformation, la désinformation, dans un contexte bien évidemment qui était celui de l'avènement de l'IA générative, mais également de la guerre en Ukraine, qui se double d'une guerre de l'information menée par Moscou contre tous les pays qui soutiennent l'Ukraine et les Ukrainiens. Il y a peu de temps, à peu près 8 mois plus tard, AXA a également publié un risk report dans lequel ces experts sollicités soulignaient pour la première fois le risque posé par l'IA générative pour les organisations. Et je voudrais partir d'une analyse rapide de ces risques systémiques
pour nos démocraties. Ces risques systémiques sont de mieux en mieux évalués et le premier d'entre eux, c'est le fait que la désinformation à propos du réchauffement climatique a contribué à retarder l'atténuation du changement climatique de plusieurs décennies. Et les efforts, en l'occurrence, qui sont mis en œuvre depuis des décennies par les industries polluantes et les sociétés de relations publiques qui font ce travail de désinformation et de mésinformation, a des conséquences dans le monde réel, comme on peut le voir en ce moment même avec la perspective de l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump et du retrait à nouveau des États-Unis du traité de Paris. La deuxième conséquence majeure sur nos sociétés, c'est que le fondement de toute démocratie épistémique, la confiance dans le processus électoral, la confiance dans la légitimité du personnel politique, est en déclin partout, et particulièrement aux États-Unis, lorsque l'on constate que 70% des républicains considèrent que l'élection de Biden en 2020 était illégitime. Et vous avez, dans ces magnifiques restitutions présentées tout à l'heure, évoqué le 6 janvier 2021, on voit que la désinformation a des conséquences très concrètes sur la polarisation des sociétés. Elle s'en nourrit, elle l'accentue, elle l'amplifie, et un événement comme le 6 janvier, qui a été fomenté quasi intégralement sur Facebook, par des acteurs mal intentionnés qui ont propagé un mensonge à propos de l'élection états-unienne, ont produit des effets considérables dans le monde réel et entraîné ce jour-là la mort de 4 personnes. Ce n'est pas la première fois que la désinformation tue. Tu as évoqué Charlie Hebdo. Je rappellerai que la désinformation a également tué Samuel Paty. Et la désinformation tue considérablement dans les pays où les outils de détection ou même simplement de traduction des contenus sur les plateformes numériques sont inexistants. De sorte que Facebook a été à plusieurs reprises accusé d'avoir laissé des discours de haine se propager avec des effets considérables en Inde, au Sri Lanka. WhatsApp a été mis en cause pour un lynchage dans un village indien. Le massacre des Rohingyas en Birmanie a été fomenté également sur les réseaux sociaux avec une passivité coupable, selon l'ONU, de Facebook. Et vous avez dans vos restitutions évoqué les croyances dans les théories du complot. Pour nous autres historiens, elles étaient pendant des siècles confinées à des environnements politiques, historiques, religieux très déterminés. Et puis elles sont sorties de ce lit sociologique pour prendre des proportions absolument incroyables. Si on considère par exemple le fait qu'aujourd'hui, un quart des Américains pensent qu'une tempête va balayer les élites au pouvoir, que la violence pourrait être nécessaire pour sauver le pays et que le gouvernement, les médias et le monde de la finance sont, je cite, contrôlés par des pédophiles adorateurs de Satan. Un Américain sur 4. L'adhésion à des informations que l'on sait fausses prend des proportions assez considérables en France aussi. Un Français sur 4 se déclare convaincu que le vaccin contre la Covid-19 a causé des millions de morts. Une affirmation que rien ne vient étayer. Si l'on regarde le profil de certaines des victimes du 6 janvier, comme Ashley Babbitt, on constate que ce sont au départ des gens comme vous et moi. Elle a fait des études brillantes, elle a intégré l'armée américaine, elle n'était pas engagée en politique, elle votait Barack Obama, et puis elle a changé de vie, passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, rencontré des théories du complot auxquelles elle a adhéré, et de théorie du complot en théorie du complot, elle est arrivée à se convaincre qu'il lui fallait prendre d'assaut le Capitole pour sauver les enfants des démocrates américains. Et ce phénomène se double du fait que les adeptes de théorie du complot sont enclins à ne plus croire en rien, puisque tout est remis en cause. Si vous croyez que la Terre est plate, vous croyez aisément que le gouvernement vous manipule, vous pouvez croire à peu près en tout. Et cela affaiblit
le socle sur lequel repose nos démocraties. Je rendrai hommage brièvement à Marc Bloch, qui, en 1940, dans Les Tranches défaites, à propos de la responsabilité des médias français de l'entre-deux-guerres, s'interrogeait sur ce que ces médias français avaient fait pour donner aux Français, je le cite, « ce minimum de renseignements nets et sûrs sans lesquels aucune conduite rationnelle n'est possible ». Nous avons besoin de faits. Nous avons besoin de nous entendre sur des faits indépendamment de nos opinions. La désinformation fragilise cette frontière entre l'opinion et le fait. L'ère post-vérité assujettit les faits aux opinions politiques. On choisit de soutenir tel ou tel homme ou telle femme politique et on se construit ensuite un ensemble de croyances en cohérence avec le discours de cet homme ou de cette femme politique, ce qui fragilise la démocratie. Et enfin, la désinformation tue parce qu'elle est particulièrement prégnante dans les questions de santé. Et on l'a vu au début de la pandémie, lorsque des centaines d'Iraniens, pensant échapper au Covid, sont morts en buvant de l'éthanol. Et cela a conduit l'OMS à constater qu'on ne luttait pas simplement contre une épidémie, mais contre une infodémie, c'est-à-dire une épidémie de désinformation qui accompagnait, parfois précédait, la propagation de la pandémie. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on dispose d'études quantitatives assez révélatrices de l'impact concret de la désinformation sur les individus. Prenez les États-Unis pendant la pandémie, on constate que dès lors que les républicains ont été exposés, notamment via Fox News, à des récits de désinformation sur le Covid, sur le vaccin, leurs attitudes ont été leurs comportements ont été très différents des comportements des démocrates. Et on le mesure aux États-Unis dans l'analyse, comme ici, de la géolocalisation des numéros de téléphone, des smartphones. Il a été constaté que les républicains avaient bien moins respecté les normes de distanciation sociale que les démocrates. En conséquence de quoi, le taux de mortalité des républicains a été plus élevé que celui des démocrates. Et à partir du moment où les vaccins ont été disponibles aux États-Unis, avril 2021, la différence entre la mortalité excédentaire des républicains et la mortalité excédentaire des démocrates s'est encore accrue. 10% de mortalité en plus pour les républicains, abreuvés continuellement de désinformation dans leurs environnements informationnels. Bien sûr, et vous l'avez évoqué en mentionnant Sun Tzu, la désinformation n'est pas une nouveauté. Bien sûr que la désinformation a toujours produit des effets politiques, économiques, sociaux non négligeables. Mais il y a une différence de taille aujourd'hui qui tient à notre mode d'accès à l'information. Nous accédons de plus en plus à l'information par le prisme des réseaux sociaux. Or, ce prisme est un prisme déformant. Et permettez-moi de vous en donner une illustration que je trouve absolument extraordinaire. C'est l'analyse comparative de 905 milliards de visites de sites Internet, de presse, sur ordinateur et sur mobile. Et 54 milliards d'engagements sur Facebook, des likes, des commentaires, des partages. Ce que ces chercheurs ont constaté dans cette base de données extraordinaire, c'est qu'il y avait un décalage très net entre l'exposition à la désinformation sur les sites Internet de médias traditionnels, où l'on rencontrait une exposition de 3,7% de sites non fiables, et une exposition considérable sur Facebook, qui était de l'ordre de 20,8%. C'est-à-dire un décalage principalement du simple au triple, enfin plus que le simple au triple d'ailleurs, simple septuple, entre l'exposition sur les médias traditionnels en ligne et sur Facebook. Cela tient bien évidemment aux propriétés des réseaux sociaux.
à ces systèmes complexes qui permettent la propagation rapide sur la planète entière d'informations fausses, malveillantes ou non. Mais cela tient aussi à ce modèle économique, qui est un modèle économique publicitaire, qui encourage les contenus les plus engageants, les contenus les plus viraux, vous l'évoquiez tout à l'heure. Cela tient enfin à l'implication d'acteurs malveillants qui peuvent agir pour le compte d'États, mais qui le plus souvent agissent pour leur propre intérêt, parce que la désinformation est avant tout un business extraordinairement rentable aujourd'hui à toutes les échelles. Mais on sait depuis peu que cela s'est considérablement aggravé avec l'avènement de l'IA générative à partir de novembre 2022 et de la mise sur le marché d'abord de ChatGPT, puis d'une dizaine d'autres de LLM, des systèmes de langage qui permettent, comme tu l'as très bien dit, de générer images, sons, textes, images fixes comme animées. Google a publié ce rapport en juin qui décrit des cas dans le monde réel d'usage malveillant de l'IA générative. Des gens qui ont eu recours aux outils disponibles dans le commerce pour différents usages malveillants que voici, notamment, bien évidemment, le deepfake est le premier usage, mais on constate qu'ils ont eu recours aussi à la mise à l'échelle de leurs opérations, c'est-à-dire que vous pouvez, avec les outils d'IA générative, toucher plus rapidement un public beaucoup plus vaste que sans les outils d'IA générative. Vous pouvez bien évidemment produire un contenu personnalisé. Vous pouvez produire des écosystèmes automatisés qui vont propager ces contenus, générer de l'engagement, qui vont, le cas échéant, fausser les systèmes algorithmiques des plateformes de réseaux sociaux, et vous allez donner une ampleur toute nouvelle à ces opérations. Ce qui me paraît tout à fait impressionnant, c'est que le premier usage malveillant de ces LLM, c'est la manipulation de l'information, et c'est en particulier la désinformation. C'est très nouveau parce que d'habitude, le premier usage, c'est la fraude, la monétisation, le profit. Ce n'est pas la manipulation de l'information. Mais si la manipulation de l'information est passée en tête, c'est parce qu'elle est devenue beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Voici l'un des graphes les plus effrayants que je connaisse, c'est le graphe des faux sites d'information, enfin qui se font passer pour des sites d'information générés par IA. Et bien évidemment, il part pratiquement de zéro en novembre 2022, et c'est à partir du moment où les outils d'IA génératifs sont disponibles que ça commence à grimper. Vous avez une croissance assez régulière, une pente droite. Vous avez un petit saut la première semaine de juin 2024, lorsque les opérateurs agissant pour le compte du Kremlin ont mis en ligne du jour au lendemain une centaine de faux sites d'information. Et très souvent, ces faux sites d'information viennent combler les trous de nos espaces informationnels traditionnels. Les journaux locaux qui ferment les uns après les autres, par dizaines, sont remplacés par ces sites qui parfois en reprennent le nom ou en détournent le nom et se font passer pour de vrais sites. Avec un moteur qui est l'accès extraordinairement simple. Il suffit de 105 $ pour générer son faux site d'IA générative. Ça demande un peu d'huile de coude, de 24 heures. Mais ensuite, le site s'entretient tout seul. Il n'a besoin de personne pour s'alimenter et générer son contenu. Cette industrie de la désinformation est boostée par les plateformes, en particulier X, qui encouragent la création de contenu pour générer de l'engagement, pour générer de la croissance publicitaire, indépendamment de toute considération pour la fiabilité des contenus. Vous voyez ici Matt Wallace, qui se vante d'avoir obtenu 6 000 $ le premier mois de la nouvelle formule des comptes certifiés, en générant tout simplement des fausses informations par IA, avec par exemple cette image générée par IA d'un Biden mort, qui a été vue 2 millions de fois et a rempli son compte en banque. L'IA générative a un autre effet qui est de fragiliser la perception du vrai. Comment distinguer le vrai du faux dès lors que tout est falsifiable ?
Et c'est un cas de figure qui se présente d'ores et déjà à grande échelle. Cette désinformation repose sur un modèle économique qui est un modèle économique absolument considérable. L'industrie de l'influence a vu son budget multiplié par 10 en l'espace de 8 ans, atteignant presque 17 milliards de dollars. Ces influenceurs sur les réseaux sociaux qui se font payer pour tantôt promouvoir un produit, tantôt promouvoir un candidat à l'élection présidentielle roumaine, de la même manière. Et les grandes entreprises financent souvent à leur insu la désinformation en recourant à des outils d'intelligence artificielle pour placer leur publicité sur des sites d'information en ligne, sans considération pour l'authenticité de ces sites, de sorte que 67% des grandes entreprises financent la désinformation et cela représente un budget de 2,6 milliards de dollars qui va dans la poche des désinformateurs, quelle que soit leur motivation. Parmi ces désinformateurs, il y a ceux qui, bien évidemment, ont une ambition politique, comme les acteurs qui agissent pour le compte du Kremlin. Copycop a été détecté en mars dernier, c'est pas il y a très très longtemps, et s'est imposé comme un acteur majeur dans la mesure où le recours à l'IA générative leur a permis de démultiplier l'impact de leur campagne. Par exemple, ils ont généré une fausse vidéo par IA d'un prétendu vendeur de Bugatti à Paris qui aurait vendu une Bugatti à Madame Zelensky. Et ils ont boosté cette vidéo amplifiée sur les réseaux sociaux, de sorte que cela a faussé les algorithmes de Google, et vous tapiez Zelensky sur Google et vous tombiez sur la fausse information. C'est-à-dire que les outils automatisés de hiérarchisation des contenus sont hautement manipulables par le recours à ces outils d'IA générative. Les chatbots sont particulièrement manipulables, et en particulier ceux qui ne sont pas, par définition, by design, vertueux, tels que celui que vous voyez tout à gauche, le chatbot numéro 1, qui est très probablement Grok, de X, Twitter, qui est un chatbot qui vous régurgite très volontiers la désinformation pro-russe, qui est doté d'un générateur d'images qui génère toutes les images que les autres refusent de générer. Et cela nous conduit à une situation assez dramatique dans la mesure où nos espaces informationnels numériques voient progressivement l'inversion du vrai et du faux. C'est-à-dire que, statistiquement jusqu'à présent, le vrai prévalait sur le faux. Des gens pouvaient croire que la Terre est plate, mais Google ne pouvait pas répondre que la Terre était plate dès lors qu'il était avéré qu'elle ne l'était pas et que la grande majorité des gens considéraient qu'elle ne l'était pas. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la majorité des contenus sur les réseaux sociaux vont postuler que la Terre est plate? Qu'est-ce qui se passe quand les théories du complot antisémite, quand le négationnisme prolifère, boosté par l'IA, il se produit ce qui a été dénoncé par l'UNESCO en juin, c'est-à-dire que la mémoire de la Shoah est aujourd'hui menacée par le recours à l'IA générative pour booster des récits négationnistes. Pire que cela, pour nous, vous, vos professeurs et moi, qui appartenons à un régime de vérité scientifique, nous sommes menacés par le recours massif à des outils d'IA génératifs pour produire des articles scientifiques qui, malheureusement, passent trop souvent les fourches codines des plateformes chargées de les relire, avec certaines plateformes moins vertueuses que d'autres. Je ne citerai pas certaines plateformes suisses réputées pour son caractère peu regardant. Et la difficulté que nous rencontrons, c'est que toute perspective de régulation de l'IA artificielle a été annihilée, non pas par Donald Trump, non pas par Elon Musk, mais par le gouverneur démocrate de Californie qui a mis son veto très récemment à la loi qui avait été adoptée en Californie et qui aurait contraint les plateformes d'IA générative à investir dans des mesures de précaution raisonnables pour s'assurer que leurs outils ne présentent pas un risque critique pour les utilisateurs ou pour les sociétés. Enfin, je termine ce tableau catastrophique avec Elon Musk. Je vais vous raconter une anecdote. Elon Musk avait acheté Twitter 4 mois auparavant, et puis il assiste à un match de je ne sais quel sport américain,
les Eagles, ça doit être du baseball, un match de baseball. Et puis il fait un tweet pour soutenir les Eagles. Bon. Le président des États-Unis, Joe Biden, fait lui aussi un tweet pour soutenir la même équipe, les Eagles. Et Joe Biden, à cette date, a 100 millions d'abonnés de moins que Musk. Vous voyez que Musk, avec plus de 200 millions d'abonnés sur Twitter, écrase tout le monde. Vous voyez qu'il a aussi encouragé un écosystème d'influenceurs républicains qui écrase les influenceurs démocrates. Vous le voyez à droite, en bleu, les démocrates, ils sont tout petits en nombre d'abonnés. Et en dépit de cette supériorité de son nombre d'abonnés, le tweet de Biden a obtenu 10 millions de vues de plus que le sien. Donc le lendemain, il a passé une soufflante aux équipes d'ingénieurs pour essayer de comprendre ce qui se passe. Comment se fait-il que ce Biden-là, à la Maison-Blanche, ait plus de vues que moi, alors que moi, j'ai 100 millions d'abonnés, et puis j'ai racheté quand même Twitter, il y a quelque chose qui ne va pas, je devrais avoir plus de succès que ça. Un ingénieur courageux lui explique qu'il n'y a pas malice, simplement que les gens sont moins intéressés par son tweet que par celui de Joe Biden, qui est quand même président des États-Unis. Le garçon est licencié sur le champ. Et Musk menace ensuite les autres ingénieurs d'être licenciés en groupe, en masse, s'ils ne trouvent pas une solution. Et l'un d'eux revient avec la solution qu'il a appelée le multiplicateur de puissance, c'est-à-dire que chaque tweet d'Elon Musk est infecté d'un facteur 1000. Il est 1000 fois plus vu que le tweet de vous et moi. Bon. Tandis, vous l'imaginez, que les tweets de ce qu'il appelle les legacy médias, les médias comme le New York Times, sont affectés d'un coefficient réducteur, qui est, selon les informations dont je dispose, de l'ordre de 5. Plus raisonnable que... mais quand même. Donc oui, nous faisons face à une infodémie, une pandémie de désinformation qui est pour une part systémique. Et trop souvent, les gens qui luttent contre la désinformation veulent tout nous mettre sur le dos, en disant qu'au fond, la désinformation serait le produit d'une demande. S'il y a une offre de théorie conspirationniste QAnon, c'est parce que nous le voulons bien. Et pour ma part, je considère, sans exclure bien évidemment la responsabilité individuelle qui est la nôtre, je considère que la responsabilité est d'abord celle d'un écosystème informationnel qui est malade, qui est dysfonctionnel, et qui, en dysfonctionnant, affaiblit la démocratie, affaiblit notre capacité à dialoguer sans nous taper dessus, affaiblit la qualité du discours politique, affaiblit la qualité du débat médiatique, affaiblit, sape même la démocratie. Et je considère que nous devons suivre les recommandations de l'OMS qui a lancé au printemps 2020 cette première conférence sur l'infodémiologie que l'OMS définissait au fond comme une science de la gestion des pandémies. De la même façon que l'OMS historiquement avait géré d'authentiques pandémies, c'était sa mission, il nous appartenait désormais de gérer des pandémies informationnelles. Et c'est ça la lutte contre les manipulations de l'information. Lutter contre les manipulations de l'information, c'est pas simplement débunker une fausse information qui vient du Kremlin ou de Turquie ou d'ailleurs. C'est sauver des vies et c'est sauver la démocratie. C'est notre responsabilité collective et vous et moi en premier parce que nous appartenons, je le disais, à cette communauté aujourd'hui très menacée de gens qui vivent parmi les livres et s'appuient sur des faits et cherchent à établir des faits. Et nous devons prendre nos responsabilités au service de nos semblables. La bonne nouvelle, c'est que on a progressé dans la lutte contre les manipulations d'information. Et on a progressé en particulier grâce aux travaux de psychologues sociaux qui se sont emparés de ces sujets à toutes les échelles. Et ont mené des expériences randomisées contrôlées, donc ont appliqué une approche empirique, ont accepté de travailler avec d'autres disciplines, de croiser les regards, de croiser les approches. Et pour ma part, quand j'étais vraiment au fond du trou, j'ai retrouvé la motivation et l'optimisme à la lecture du livre de Sander van der Linden, Foolproof, et plus récemment
au petit livre qu'il a publié avec un collègue, Jörn Rosenbeck, sur la psychologie de la mésinformation. Dans ce dernier livre, vous avez une somme absolument considérable de recherches qui vont dans le bon sens, de la lutte à toutes les échelles contre la désinformation. Et l'une de ces études, signée par Rosenbeck, porte sur un tableau de ce que l'on peut faire en termes d'intervention, de lutte contre les manipulations de l'information, à toutes les échelles. À l'échelle systémique, il s'agit d'agir sur les algorithmes, d'agir sur le modèle économique des acteurs de nos écosystèmes informationnels, d'agir par la législation, quoi qu'en pense Mark Zuckerberg, qui a critiqué le trop grand nombre de lois qui entravent, disait-il tout à l'heure, l'action des grandes entreprises américaines, entendez la sienne. Et puis il nous faut agir à l'échelle géopolitique pour réduire au silence aujourd'hui un certain nombre d'acteurs malveillants comme le Kremlin, qui sont des écosystèmes de désinformation à une échelle tout à fait inédite dans notre histoire. Et en la matière, je vais partir de l'approche systémique en vous disant d'abord que la désinformation, c'est un problème global, elle ne s'arrête jamais aux frontières, et par conséquent, nous avons la chance d'avoir eu une prise en compte globale. Je citerai d'abord l'initiative qui a été une initiative française sur l'information et la démocratie en 2019, qui a débouché sur signature d'un partenariat par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis. Ce partenariat a débouché sur la création d'un forum qui fut présidé par le regretté Christophe Deloire, d'un observatoire information et démocratie qui est l'équivalent dans la sphère informationnelle du GIEC pour le climat et qui fait un travail absolument remarquable. Ensuite, le gouvernement du Canada et le gouvernement des Pays-Bas en septembre 2023 ont pris l'initiative en marge d'une assemblée générale de l'ONU d'une déclaration mondiale pour l'intégrité de l'information en ligne, avec des engagements forts des États, notamment à ne pas organiser ou parrainer des campagnes de désinformation. C'est la base. Si vous voulez lutter contre la désinformation, vous ne devez pas désinformer. Et la France fait partie des 34 signataires à ce jour de cette démarche, même si on peut craindre bien évidemment que certains pays s'en retirent, comme les États-Unis bientôt. Les États-Unis, sous la présidence de Joe Biden, se sont engagés dans une approche multilatérale de la lutte contre les manipulations de l'information. Et ça a été un moment assez génial, c'est-à-dire ce moment où les États-Unis ont bien voulu quitter leur tentation, souvent forte, d'agir seuls, et se sont tournés vers des partenaires, dont la France, pour aller vers une coopération plus grande au service de la protection des démocraties. Et ça a débouché sur la signature de feuilles de route, notamment une feuille de route franco-américaine, le 8 juin 2024, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, parce que nos médias n'en parlent pas. J'imagine qu'ils ne parlent pas de ce qui s'est passé aujourd'hui sur Meta. Et cette feuille de route était un point de départ assez important dans la lutte contre les activités de manipulation de l'information et d'ingérence menées depuis l'étranger. La France et les États-Unis ont piloté un groupe de travail à l'OCDE qui a débouché sur un rapport auquel j'ai modestement contribué, qui s'appelle « Les faits sans le faux ». Et ce rapport a lui-même débouché très récemment sur une recommandation du Conseil sur l'intégrité de l'information. Elle a été signée juste avant les vacances de Noël, juste à temps, si j'ose dire, avec un certain nombre de recommandations qui n'ont pas de valeur contraignante, mais qui ont le mérite d'exister pour rappeler un certain nombre de choses fondamentales, dont une qui vous intéresse directement, à savoir qu'il faut améliorer la compréhension qu'ont les individus des environnements d'information modernes, leur aptitude à agir dans cet espace, et en particulier grâce à des politiques ou initiatives permettant, je cite, une collaboration avec les écoles, les bibliothèques, les institutions culturelles, les organisations de la société civile, les journalistes, les plateformes d'information en ligne ou d'autres acteurs privés. Et je vous laisserai le soin de prendre connaissance de cette recommandation, parce que, de mon point de vue, elle fait partie de ces textes qui peuvent guider votre regard sur ce sujet
et, je l'espère, votre action future. Parmi les recommandations fortes de l'OCDE, dans le rapport, il y a celle d'adopter une stratégie nationale de lutte contre les manipulations d'informations. Les experts de l'OCDE sont partis du constat que les pays qui ont su le mieux faire face aux manipulations de l'information, à la désinformation, sont ceux qui s'étaient dotés d'une stratégie nationale comme celle-ci. La chance que nous avons là encore, c'est que la France, même si elle l'a fait tardivement, s'est dotée d'une telle stratégie. Dans un premier temps, la lutte contre la désinformation, c'était une question militaire parce qu'il s'agissait de contrer la propagande de Daesh au-delà de nos frontières, ces gens qui cherchaient à recruter des jeunes Français pour qu'ils aillent prendre les armes en Syrie ou en Irak. Et ça a débouché ensuite sur le commandement de la cyberdéfense, le ComCyber, et l'adoption d'une doctrine de lutte informatique offensive, défensive et d'influence. Dans le champ militaire, le président de la République, en novembre 2022, a fait de l'influence la 6e fonction stratégique des armées. Ce qui a conduit les armées à investir considérablement dans ces questions, à la fois, comme toute armée qui se respecte, sous l'angle du bouclier. Il s'agit bien évidemment de protéger nos intérêts au-delà de nos frontières, protéger les intérêts de la France de toute manipulation de l'information qui pourrait nuire à nos intérêts, comme on l'a malheureusement vu en Afrique subsaharienne à l'initiative du Kremlin en particulier, mais aussi avec le glaive et la possibilité d'agir sur les espaces informationnels. Dans le champ civil, après la mort de Samuel Paty, notre gouvernement a pris l'initiative de créer une agence qui est Viginum, une agence chargée de la vigilance contre les ingérences numériques étrangères. Viginum a été créé en 2021. Et Viginum est un service technique à vocation nationale qui a une mission très clairement délimitée, qui n'est pas d'être un ministère de la vérité. Il ne s'agit pas pour eux de faire du fact-checking, mais il s'agit pour eux de détecter, d'identifier, de caractériser les ingérences numériques qui reposent sur le recours à des amplifications inauthentiques de contenu dans le but d'interférer avec le débat public et de fragiliser les intérêts fondamentaux de la nation. Viginum, en particulier depuis que Marc-Antoine Briand en a pris la tête à l'automne 2023, a multiplié les rapports sur les campagnes d'ingérence visant la France de la part d'acteurs étrangers, en particulier des acteurs du Kremlin, avec notamment la campagne Matrioshka, qui est une campagne qui nous concerne dans la mesure où elle nous vise. Il s'agit de cibler les fact-checkers, les scientifiques, les chercheurs, les gens spécialisés dans la lutte contre les manipulations de l'information, tous les détenteurs du savoir, pour fragiliser leur capacité à détecter la désinformation, fragiliser aussi leur perception dans la société. Viginum a adopté une approche préventive qui a porté ses fruits à la veille des JO, dans la mesure où le fait de sensibiliser les écosystèmes informationnels, les écosystèmes journalistiques, les fact-checkers, à la menace informationnelle, à ce que risquaient de faire les compétiteurs stratégiques comme la Russie, a permis de déjouer un certain nombre de leurs opérations. Ils n'ont pas cessé d'essayer de perturber le débat public et ils n'ont pas atteint leur objectif. De même, l'approche préventive a été appliquée au champ économique. Maintenant, il nous reste du chemin à faire. Et le chemin qu'on a à faire, si l'on suit les préconisations de l'OCDE, c'est la mobilisation de la société civile. En France, on a une approche très verticale, très étatique, très jacobine. On a un goût du secret qui nous est hérité de notre histoire. Nous avons du mal à faire coopérer ne serait-ce que nos services de renseignement ou faire coopérer nos différents ministères les uns avec les autres. Et des progrès ont été faits en matière de coopération intergouvernementale, de coopération des services, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques. Mais ce qu'il nous reste à faire, c'est d'impliquer la société civile et de faire, d'ouvrir les portes et les fenêtres de l'État et des institutions publiques vers le monde du privé, vers le monde de la société civile au sens des journalistes, des associations spécialisées dans le fact-checking, des entreprises privées,
pour une approche qui a fait ses preuves ailleurs, que ce soit à Taïwan, en Australie, en Finlande, en Estonie, ce que l'on appelle en anglais la Whole of Society Approach, c'est-à-dire l'approche impliquant l'ensemble de la société. Et à Taïwan, par exemple, ce sont des structures qui ont été créées à l'initiative de la société civile pour protéger la démocratie taïwanaise, la jeune démocratie taïwanaise, des ingérences du Parti communiste chinois. J'ai participé dans l'année qui s'est écoulée aux États généraux de l'information. Nous avons publié un rapport passé inaperçu. Ne lisez pas le rapport, sauf si vous en avez le temps, mais lisez au moins la synthèse de nos propositions. Même les journalistes, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas lu, parce que tout n'est pas acheté dans nos propositions. Et une proposition qui vous concerne au premier chef, c'est celle consistant à faire de l'éducation à l'esprit critique et aux médias à l'école une priorité. Une deuxième, dont j'assume entre nous la paternité, c'est lancer une campagne de sensibilisation préventive, de pré-bunking. Je vais revenir sur le pré-bunking dans un instant. Parmi les propositions faites, il y en a qui sont très intéressantes. Celle de proposer une certification volontaire aux influenceurs, sur une base éthique et déontologique. Ils s'engagent par exemple à ne pas vanter un produit dont ils savent qu'il est nocif, ou ils s'engagent à ne pas mener une campagne pour le compte d'un État étranger sans le déclarer. Et nous avons proposé une responsabilité démocratique pour les entreprises. C'est-à-dire qu'au-delà de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, les entreprises ont une responsabilité démocratique, c'est-à-dire celle de protéger l'espace public démocratique, de ne pas contribuer, même involontairement, au financement de la désinformation, de contribuer activement à l'effort collectif d'éducation aux médias, de renforcement de l'esprit critique, de financement de la recherche, de financement des initiatives en la matière. Et je prends mon bâton de pèlerin, comme d'autres, pour essayer de convaincre des entreprises d'adopter volontairement cette démarche. Ça me semble être absolument nécessaire aujourd'hui. Il nous faut protéger la démocratie, parce que si nous ne parvenons pas à protéger la démocratie, comment protégerons-nous le climat ? Comment pourrons-nous encourager des politiques sociales ? Ça me paraît extrêmement difficile. Et parmi les enjeux essentiels, il y a celui de la certification des médias. Aujourd'hui, on a su faire pour notre alimentation des progrès avec par exemple le Nutri-Score ou avec des labels, notamment les labels bio. Nous n'avons pas fait cet effort dans le champ informationnel. Et nous pourrions le faire. Il ne s'agit pas d'ériger là encore des ministères de la vérité. Il ne s'agit pas de dire qu'un journal dit nécessairement la vérité ou qu'un journal ment nécessairement, mais il s'agit de permettre à des médias volontaires de s'engager dans une démarche éthique et déontologique qui garantisse un minimum d'éthique et de déontologie dans la production de l'information. Et c'est une initiative de Reporters sans frontières, de Thibault Brutin, qui est l'actuel secrétaire général, qui est une initiative extrêmement intéressante pour aider nos concitoyens, nos concitoyennes à s'orienter vers une information de qualité. Ensuite, je vais maintenant aborder plus rapidement. Combien de temps me reste-t-il, Nicolas ? Je vais aborder rapidement l'approche à l'échelle individuelle sans entrer dans le détail. Je vais d'abord souligner le fait que l'idée principale, c'est de booster la résilience, l'immunité des gens face à la désinformation. Bon. De la même façon qu'il s'agit de booster les défenses immunitaires face à un virus qui traîne. Et en l'occurrence, bien évidemment, l'éducation aux médias et à l'information est cruciale. Je vous ai mis deux ouvrages que je trouve très très bons sur le sujet, en particulier celui de gauche sur l'éducation aux médias à l'ère numérique. L'éducation aux médias, telle
qu'on l'a évalué dans les états généraux de l'information et n'est pas généralisé, n'est pas évalué scientifiquement, et on navigue un peu à vue en matière d'éducation aux médias. Si l'on s'inspire de ce qui s'est fait ailleurs, on pourrait envisager d'améliorer l'accompagnement scientifique des interventions en classe sur ces questions d'éducation aux médias par des expériences randomisées contrôlées à l'échelle qui permettent de voir les effets concrets des interventions. On pourrait centrer, comme l'ont fait les Finlandais depuis des décennies, l'éducation aux médias sur la détection des grandes techniques de manipulation dont les jeunes gens peuvent faire les frais dès leur plus jeune âge. Je rappelle que l'âge moyen de l'accès au smartphone en France, c'est 9 ans. Et donc, il est absolument indispensable de renforcer la capacité de nos enfants à se protéger face à des environnements informationnels de plus en plus toxiques. Et je ne vais pas vous mentir, ils vont devenir de plus en plus toxiques. Enfin, ce qu'a annoncé Mark Zuckerberg aujourd'hui, c'est concrètement que Facebook, Instagram allait devenir extraordinairement toxique. Il l'a assumé dans sa déclaration absolument sidérante. J'étais tellement sidérante que j'ai cru que c'était un deepfake. Mais non, c'est parfaitement authentique. On peut accompagner les lecteurs en ligne dans l'appréhension de contenus erronés. C'est la lecture latérale qui ouvre des voies intéressantes. Ce qui est intéressant en matière d'éducation aux médias, c'est au fond aussi de considérer la possibilité de l'intégrer dans les enseignements traditionnels. Il faut faire attention à l'arbitrage entre la création d'enseignements nouveaux qui viendraient s'inscrire dans un planning contraint au détriment du fait de savoir lire et compter. La première des défenses face à la désinformation, c'est de savoir lire et compter. Et dans cette étude, il nous est dit attention, les matières principales dans les collèges américains sont tout aussi utiles, sinon plus, qu'une éducation spécifique à l'esprit critique pour renforcer l'esprit critique. Si vous ne savez pas faire de règles de 3, c'est compliqué de lutter contre la désinformation financière, par exemple. Et on peut ensuite booster l'esprit critique en encourageant tout simplement les gens à réfléchir à ce qu'ils lisent en ligne ou ailleurs. On peut les encourager à un scepticisme constructif. Ça, c'est un point qui est très important à mes yeux, parce que dans toutes mes interventions publiques, j'en donne plus d'une centaine par an, revient toujours le thème de l'esprit critique. Oui, il faut renforcer l'esprit critique. Mais quel esprit critique ? L'esprit critique du platiste, qui considère que le monde entier lui ment sur la forme de notre planète, et qui considère que tout ce qui vient de vous, de moi, des médias traditionnels, du gouvernement est nécessairement un mensonge, ou l'approche constructive vis-à-vis des déficiences de telle ou telle information. Et donc, l'esprit critique, c'est un pharmacon. Au-delà d'une certaine dose, ça peut devenir toxique. Et c'est là où la science doit nous aider à identifier les interventions visant à renforcer les capacités d'esprit critique qui ne produisent pas des sceptiques et des relativistes qui vont perdre confiance en tout et en toute information à laquelle ils accèdent. C'est une autocritique que je m'adresse. Dans mes livres précédents, dans mes conférences précédentes, trop souvent l'effet produit sur l'auditoire, c'est au fond, il y a tellement de manipulateurs et de techniques de manipulation que je ne sais plus où se niche le vrai. Et il nous faut prendre garde à toujours aider nos élèves, nos concitoyens à s'orienter vers le vrai. Il faut ensuite envisager, par analogie,
la possibilité que la désinformation soit un virus. Si l'on suit l'approche d'infodémiologie que je mentionnais tout à l'heure, c'est ce qui est aujourd'hui le plus porteur d'espoir, parce qu'il y a une vieille théorie en psychologie sociale, celle de l'inoculation, qui repose précisément sur la métaphore biologique qui compare le virus de la désinformation au virus humain, et qui veut que l'on puisse métaphoriquement vacciner quelqu'un en l'exposant à une dose affaiblie de désinformation, de sorte de l'encourager à son insu à développer des anticorps et à se prémunir ensuite de la désinformation lorsqu'elle se présente à lui. Et cette thèse très ancienne a été évaluée récemment à grande échelle avec des méta-analyses sur quelques dizaines d'études qui montrent que des messages d'inoculation préventive peuvent réduire l'impact de la désinformation. Cela a encouragé des recherches à grande échelle de la part de très nombreuses équipes de psychologues, enfin très nombreuses, tout est relatif, hein, mais de nombreuses équipes de psychologues sociaux qui se sont penchés sur la désinformation sur le climat, la désinformation sur les questions de santé, la désinformation dans le champ politique, mais surtout dans le champ du terrorisme et de l'instrumentalisation d'un certain nombre de récits. Et parmi ces équipes, il y a notamment celle de Sander van der Linden à Cambridge, qui a développé le plus avant cette approche de l'inoculation. Dans un premier temps, il le faisait dans des classes, mais la question qui se posait était celle de l'échelle. Lorsque vous avez un récit de désinformation qui touche des milliards de vues en une semaine, le fait de passer de salle de classe en salle de classe ne va rien changer. Vous n'êtes pas à l'échelle. En revanche, si vous produisez du contenu qui est accessible sur Internet, qui est vivant, qui est attrayant, distrayant, vous allez toucher du monde. Et ils l'ont fait notamment en créant des premières vidéos d'inoculation à des grandes techniques de désinformation. Parce qu'ils ont évalué que ce qui est le plus efficace, ce n'est pas de fact-checker chaque récit des informateurs, c'est comme vider l'océan avec une cuillère, c'est d'expliquer aux gens quelles sont les grandes techniques de désinformation auxquelles ils peuvent être exposés, de sorte qu'une fois qu'ils y sont exposés, ils y répondent moins favorablement. On a pu développer des approches pour encourager la résistance des individus à un certain nombre de récits désinformateurs. On a pu encourager la résilience face à des récits conspirationnels. On a pu encourager la résilience face à des discours anti-islam ou islamistes radicaux. Et beaucoup de recherches se sont penchées naturellement dans le sillage des recommandations de l'OMS sur la question du vaccinoscepticisme. Parce que le vaccinoscepticisme tue. Comment encourager les gens qui se sont éloignés du vaccin parce qu'ils pensent par exemple que le vaccin cause l'autisme à changer de point de vue? Comment leur expliquer que les vaccins sauvent des vies et que le rapport coût-bénéfice reste très largement en faveur des vaccins. Là, en l'occurrence, la théorie de l'inoculation apporte un certain nombre de réponses possibles, à condition que cela repose sur une démarche active. Ça, c'est un principe fondamental dans la lutte contre la désinformation et dans l'apprentissage en général. Si il n'y a pas d'engagement actif de la personne, ça ne marchera pas, ou pas durablement. Vous présentez une vidéo avec une technique de désinformation, il faut qu'à la fin de cette vidéo, il y ait un petit questionnaire que la personne remplisse. C'est comme mes filles, quand je leur fais lire un livre, et à la fin du livre, il y a des questions sur ce qu'elles ont lu, le fait de répondre aux questions renforce le processus d'apprentissage. Et cette approche a conduit les équipes de Cambridge à créer des boîtes à outils. Je vous conseille le site
que voici, Inoculation Science, qui fait le point sur l'ensemble à la fois des théories et des pratiques en matière d'inoculation préventive. Il détaille les types de vidéos et les types de jeux, je vais y revenir, qui ont été créés. Exemple de jeu, qui est un jeu que je vous conseille, créé par John Cook, qui s'appelle Cranky Uncle. Donc là, vous apprenez à 14 techniques différentes de déni de la science. Dans le contexte du changement climatique, ce sont 14 grandes techniques utilisées par les architectes de la fabrique du doute à propos du réchauffement climatique et de son origine anthropique. Et Cranky Uncle est un jeu dont l'effet est évalué scientifiquement par ces équipes, qui produit des effets bénéfiques et qui peut être utilisé en classe comme il peut être utilisé en dehors de la classe. Et je vous le conseille, Cranky Uncle, parce qu'entre autres choses, c'est un jeu plutôt marrant. Vous avez le jeu Spot the Troll. Le fait de s'amuser à jouer à détecter des trolls renforce votre capacité à distinguer un troll d'un authentique être humain qui interagit avec vous sur les réseaux sociaux. Et on a des premières études sur les mêmes choses pour détecter des images générées par IA. Il s'agit d'un apprentissage. Et il s'agit de faire en sorte que cette fonction cognitive soit encouragée, développée et produise des effets même inconscients. Bad News est un jeu assez extraordinaire aussi. Là, vous jouez le rôle d'un diffuseur de fausses nouvelles. Et vous n'avez aucune éthique, comme nos acteurs de la menace informationnelle russe. Et l'idée, c'est d'obtenir le maximum de followers, de crédibilité en diffusant vos fausses informations. Ils sont appuyés sur des travaux très sérieux, notamment des travaux de l'OTAN sur un certain nombre de techniques de manipulation auxquelles avaient recours les acteurs russes à l'époque. Et voici quelques exemples. Donc vous avez un tweet, est-ce que vous le tweetez ou pas? Et en fonction de ce que vous choisissez, vous avez un nombre de followers et un degré de crédibilité qui augmente. Et donc vous imaginez bien que si vous tweetez que les médias vous mentent, vous allez gagner des followers et gagner en crédibilité. C'est une inversion complète des valeurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui promeut des théories du complot connaît un succès extraordinaire. Et on a même des gens qui sont prisonniers de leur audience. Parce que une fois qu'ils ont eu un stimulus, une réponse sur les réseaux sociaux lorsqu'ils ont dit une bêtise, ils se mettent à répéter ce qui a produit des effets. Et parmi les... Enfin, je ne vais pas entrer plus dans le détail. Là, il y a des choses qui, jadis, étaient pure fiction et qui sont en passe de devenir réalité. Salut nos amis canadiens. Et ça, c'est North Dakota. On annexe le North Dakota. Et en fait, vous jouez, et l'objectif, c'est gagner des badges. Et chacun des badges correspond à une grande technique de manipulation. La théorie du complot, le trolling, la polarisation, le fait de se faire passer par quelqu'un, l'appel aux émotions. Et là encore, c'est assez efficace. Avec aussi la version junior. Attention, l'école est fermée demain. On m'a dit que l'école veut interdire les jeux vidéo en classe. L'école veut interdire TikTok en classe. Et vous gagnez ou pas des followers. Il y a Go Viral. Là, c'est le même type de jeu en rapport avec les fausses informations qui circulent sur la Covid-19 et les vaccins. Un jeu qui a été encouragé, diffusé par l'OMS, par l'ONU. Et dans tous les cas, il a été constaté que même en jouant 5 minutes, on améliorait le discernement des gens et leur capacité à traiter l'information.
Il y a il y a Harmony Square, qui est un jeu qui a été développé avec le département d'État des États-Unis pour traiter des ingérences informationnelles étrangères. Et concrètement, vous jouez, vous vous faites passer pour un manipulateur, alors ils ne disent pas du Kremlin, mais on comprend très vite que c'est du Kremlin, qui recourt à différentes techniques de manipulation pour semer le chaos dans Harmony Square, qui est une ville où les gens adorent la démocratie, ne se disputent jamais, ont un festival de l'ananas. Et donc vous recourez à tous les moyens possibles, les fausses manifestations, le trolling, l'appel à la haine, l'appel à l'émotion, pour mettre le désordre. Et en fait, le fait de jouer à ce jeu vous permet ensuite, une fois que vous êtes confronté à des récits sur Internet qui se rapportent à une de ces techniques, à vous en prémunir dans une large mesure pour une durée de 3 mois. Et donc c'est comme un vaccin, vous avez des rappels de vaccin. Vous jouez tous les 3 mois à ce jeu, vous réduisez considérablement votre exposition. Il y a 4 parcs, c'est très marrant aussi. Quelqu'un veut installer un parc avec des chats à côté de chez vous. Et vous ne voulez pas de chat à côté de chez vous. Bon, vous avez compris que c'est la métaphore du migrant, hein. Et donc, ou du toxico. Hein. Et donc, c'est là encore votre rôle que de convaincre le public de s'opposer au parc par tous les moyens nécessaires, et vous recourez à des techniques de manipulation classiques. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, Mark Zuckerberg, c'est-à-dire Meta, puisqu'il est seul chef à bord, a annoncé aujourd'hui qu'il supprimait ces dispositifs de fact-checking. Bon. Sur Facebook, Instagram et sur Thread. Ce qui va avoir pour effet mécanique de permettre une prolifération considérable de la désinformation. Il s'agit, vous le devinez, de plaire aux nouveaux pouvoirs trumpiens et de se protéger de toute mesure régulatrice dont Meta ne veut pas. Bon. Et cela étant, le grand problème que l'on rencontre avec ce cas de figure, c'est que cela traduit une politisation du fact-checking. Le fact-checking est perçu, y compris par Mark Zuckerberg dans sa déclaration sidérante de cet après-midi, comme un mode de censure. Quand vous dites ce qui est vrai et ce qui est faux, vous censurez une opinion. Ce qui traduit, vous comprenez, dans son point de vue, non seulement un attachement à une liberté d'expression quasiment absolue, les bornes, c'est les bornes de la pédophilie, de l'appel au terrorisme, au meurtre, ce qu'il appelle les choses illégales dans sa déclaration. Et ça traduit aussi une confusion entre l'opinion et le fait. Oui, j'arrive. Et dans mes interventions et mes interactions avec des gens qui sont chargés de la lutte contre les manipulations de l'information, j'attire souvent leur attention sur ce problème spécifique du fact-checking. La difficulté du fact-checking, c'est qu'on peut se tromper. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Les fact-checkers se sont trompés à propos de l'ordinateur portable de Joe Biden. Ils ont cru de bonne foi que c'était une opération qui venait du Kremlin, que c'était faux, que c'était inventé. Ils se sont trompés. Ce n'était pas une opération du Kremlin. Il y avait bien sur l'ordinateur de Hunter Biden ce que l'on racontait, qui n'était pas très à son avantage. De sorte que cette erreur leur a coûté très cher. Et je parlais de Matryoshka tout à l'heure. Les Russes, avec Matryoshka, tapent sur l'épaule des fact-checkers européens et français pour leur dire « Hey, t'as vu cette vidéo ? Tu peux la regarder pour me dire si elle est vraie ou fausse. On dirait de la propagande russe, mais je ne suis pas sûr. » Il s'agit de les saturer, de leur faire perdre du temps, c'est la loi de Brandolini. Passer beaucoup plus de temps à étudier une vidéo pour savoir si elle est vraie et fausse qu'à la produire. Mais c'est pour eux l'opportunité de voir un fact-checker se tromper. Et si un fact-checker commet une erreur, c'est tout le fact-checking qui est remis en cause et qui peut être apparenté à une opération politique. Je traite d'un sujet dont les républicains aux États-Unis ne traitent qu'avec des guillemets. La lutte contre la manipulation, c'est avec des guillemets, parce que pour eux, ça relève de la censure. Et ça relève de biais politiques, ça relève au fond d'une manipulation. Ceux qui luttent contre la manipulation sont les manipulateurs, ceux qui disent des choses fausses sont les gens
honnête et véritable. Enfin, reste une approche très importante qui est le nudge. À droite, c'est un escalier du métro de Lyon, testé par un nudge assez célèbre. Ta bonne santé est au bout de cet escalier. Vous agissez sur l'architecture du choix de la personne qui sort du métro pour qu'il choisisse de monter l'escalier et gagner une meilleure forme. Et on peut nudger, c'est-à-dire agir sur l'environnement du choix des gens. On peut le faire en les encourageant à réfléchir, comme je le disais tout à l'heure, à un certain nombre de choses telles que l'intérêt d'une information ou la pertinence d'une information. Mais on peut le faire aussi avec des approches très concrètes, comme celle de Sander van der Linden, qui a travaillé avec Meta à la création de ce petit nudge sur le climat. Dès que vous avez un contenu qui a trait au climat d'une manière ou d'une autre, vous avez ce petit message. Visitez le site sur les faits relatifs au changement climatique, allez voir ce que pensent les scientifiques du réchauffement climatique, regardez quelle température il fait chez vous et comment elle a évolué au fil du temps. C'est-à-dire qu'il s'agit de ramener des gens qui sont environnés par de la mésinformation vers une information plus fiable, sans les y contraindre. Il ne s'agit pas de leur dire « non, ce que tu crois, c'est faux ». Il s'agit de leur donner la chance d'avoir l'opportunité de faire leurs propres recherches pour réaliser qu'ils sont dans l'erreur. Et en l'occurrence, il y a des choses que nous pouvons faire très concrètement. Par exemple, il y en a une qui concerne Twitter. Twitter avait lancé des petits nudges qui ont tous été supprimés par Musk lorsqu'il a pris le contrôle. Mais nous pouvons faire des choses très concrètes. Par exemple, pour ceux qui, comme moi, sont sur X, le fait de se désabonner de comptes qui diffusent de la désinformation réduit la viralité de la désinformation. Parce que les gens qui sont abonnés à nous sont exposés au contenu des comptes auxquels nous sommes abonnés. Et donc, si on se désabonne de comptes toxiques, on réduit la toxicité de l'environnement informationnel des gens qui nous sont abonnés. On augmente notre satisfaction personnelle à l'égard de l'information à laquelle on accède. C'est mesuré par cette recherche assez extraordinaire. Ensuite, on peut nudger l'environnement informationnel des gens pour leur faire prendre conscience, par exemple, du consensus scientifique à propos du réchauffement climatique et de son origine anthropique. Ça, c'est le Gateway Belief Model, qui a été développé par des psychologues sociaux. Si vous faites mieux percevoir aux gens ce qu'est la réalité du consensus scientifique, vous agissez sur leurs croyances relatives au changement climatique, leurs croyances dans l'origine anthropique du réchauffement climatique, vous pouvez les conduire à se préoccuper du changement climatique, mais pas dans une direction anxiogène et passive, mais dans une direction active, c'est-à-dire tournée vers l'action et le soutien à des mesures visant à entraver le réchauffement climatique. Et je terminerai juste par deux petits points. Le premier, c'est que l'IA générative est utilisée par des acteurs malveillants, mais elle peut être aussi utilisée pour nous en prémunir. Et l'article le plus encourageant jusqu'à présent est celui qui a été publié récemment dans la revue Science par Gordon Pennycook, Rand et Costello. Ils ont entraîné un chatbot sur des théories du complot et exposé des croyants dans ces théories du complot à une interaction en 3 séries de questions avec ce chatbot, ce qui réduisait de 20% leur croyance dans la théorie du complot. Pourquoi ? Parce que le système est entraîné pour une connaissance suffisamment pointue de la théorie du complot pour que les arguments soient des arguments convaincants pour la personne qui croit dans cette théorie du complot. Et nous pouvons, notamment par ces outils, sur une base bien évidemment volontaire, encourager les gens à se confronter à des données scientifiques fiables. Ces questions, c'est le dernier point que je veux évoquer, sont des questions cruciales dans la mesure où nous allons être bientôt confrontés à l'étape suivante, si nous n'y sommes pas déjà,
qui est l'étape de la guerre cognitive algorithmique. Les acteurs de la menace informationnelle, qu'ils aient des intérêts politiques, économiques ou autres, ont compris que les médias sociaux présentaient une opportunité majeure à l'ère de l'IA générative sur 2 plans. Le premier, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la manipulation des systèmes de recommandation. C'est ce qui s'est passé en Roumanie. Quelqu'un qui avait 1% d'intention de vote, qui n'a fait campagne nulle part ailleurs que sur TikTok, a pu atteindre 23% des votes parce que TikTok est le mode d'accès privilégié à l'information politique pour une majorité des jeunes roumains, et parce que sur TikTok, les outils de recommandation sont aisément manipulables par les commentaires que les gens font sous des vidéos qui sont d'apparence anodine. Et cette manipulation des systèmes de recommandation est facilitée par l'IA générative, et c'est une étape à laquelle nous sommes d'ores et déjà confrontés avec ce qu'on appelle l'effet TikTok, qui a été constaté dans plusieurs élections, notamment les élections européennes dans une dizaine de pays européens. Mais il y a aussi l'instrumentalisation des outils de ciblage des individus et de personnalisation des contenus. Et ces 2 approches sont résumées par cette formule chinoise de la guerre cognitive algorithmique qui est développée au sein de l'Armée populaire de libération depuis quelques années. En conclusion, je vais citer Harry Potter. Il faut bien, quand même, c'est quand même le livre le plus lu, j'imagine, en France. J'ai promis à ma fille aînée de 8 ans de le faire. Vos défenses doivent être aussi flexibles et inventives que les arts que vous cherchez à défaire. Il y a un art de la manipulation de masse. Il nous appartient collectivement de nous approprier l'art de lutter contre les manipulations de l'information en déconstruisant ces techniques et éventuellement en les retournant au profit du vrai. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, David, pour cet exposé tout à fait éclairant. Tu as essayé de nous donner de l'espoir, notamment dans la deuxième partie ou dans le dernier tiers de ton exposé. Donc peut-être là, on manque un peu de recul. Alors, tu nous as proposé un certain nombre d'articles scientifiques qui évaluent différentes techniques, mais j'aurais voulu peut-être quelques anecdotes ou exemples concrets puisqu'on a finalement on a pas mal, surtout si on a lu tes livres et tout, on a pas mal d'exemples précis de moments où effectivement tu nous as parlé encore de la Roumanie où ces techniques elles ont fonctionné et tout. Est-ce qu'on a des exemples ou des anecdotes qui permettraient d'éclairer finalement le fonctionnement des différentes techniques que tu as mentionnées, que ce soit le nudge, que ce soit l'inoculation. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner? Alors, en fait, je crois que ce qui marche le mieux, ce n'est pas du tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Il y a très longtemps, à la sortie du livre, j'étais passé sur France Inter, il y avait des auditeurs qui posaient des questions, et il y a un auditeur qui me posait une question qui m'est constamment posée depuis. J'ai, disait-il, quelqu'un dans mon entourage qui est adepte de théorie du complot, et comment je fais? Et je lui avais répondu, emmenez-le se désintoxiquer d'Internet pendant une semaine. J'avais dit dans la Drôme, parce que je vis dans la Drôme. Et la forêt de Soux est une forêt où il n'y a pas de connexion téléphonique, donc vous êtes tranquille, vous pouvez emmener vos enfants. Et j'ai lu dans beaucoup d'études que c'était encore le moyen le plus efficace. Hier encore à Vannes, j'avais un public assez âgé,
entre 70 et 90 ans, on peut dire assez âgés. Et leur sujet, c'était leurs petits-enfants scotchés sur TikTok et Instagram. Comment faire, Monsieur Collomb, pour remédier à ça? La régulation, c'est mort, ça ne marchera pas. L'interdiction, c'est mort. Vous interdisez quelque chose à un ado, tu en sais quelque chose, ça se passe mal. Non, la seule chose qui peut marcher, c'est je leur ai dit, parce que c'est des gens plutôt aisés par ailleurs, c'est emmener votre petit-fils ou votre petite-fille en vacances une semaine dans un endroit où il a très envie d'aller, à la condition que ce soit sans ordinateur et sans téléphone portable et sans écran connecté. Ensuite, l'enfant peut emmener ce qu'il veut. Il peut emmener un livre, il peut emmener des magazines, il peut emmener des jeux de société. Et en fait, le simple fait de se déconnecter momentanément aide à une forme de distanciation face aux circuits de récompense dopaminique qui fondent nos interactions avec les plateformes numériques quelque chose de très hautement addictif. Sa première anecdote, c'est plus qu'une anecdote parce que c'est une conviction profonde. Il nous faut collectivement nous désintoxiquer du numérique. Et je vais vous donner une autre anecdote. Pour l'instant, on n'a pas porté ses fruits, mais ça viendra. Je dis très régulièrement dans mes interventions publiques dans différentes régions, notamment dans la région Grand Est, qui est la première région à être passée au tout numérique au lycée. Ils ont banni les manuels papier. Ils sont passés au manuel tout numérique. Je peux vous le dire, je suis directeur de collection de manuels scolaires, ça signifie très concrètement que plus aucun élève n'ouvre de manuel scolaire. Bon. Parce qu'il y a des petits pouvaient leur acheter toutes les tablettes numériques que vous voulez. Tantôt, il n'y a pas de prise électrique pour les charger. Tantôt, il n'y a pas de personnel formé pour mettre les logiciels à jour. Tantôt, il n'y a pas de connexion Internet ou il n'y a plus de connexion Internet. Dans 3 cas sur 4, les tablettes numériques dans le Grand Est finissent dans des placards et c'est un drame pur et simple pour l'apprentissage en classe au lycée. Et alors je leur dis la chose suivante. Renoncez à cette gabegie, parce que c'est une gabegie sans nom, et remplacez l'achat des tablettes par un abonnement à la presse écrite. Écrite à Sciences Po, sur 100 étudiants, j'en ai au mieux un qui lit quotidiennement la version imprimée d'un journal quotidien. Offrez-leur des livres. Offrez-leur pour les plus jeunes, pour les enfants de 3 à 12 ans, la boîte Merlin, qui a été coproduite par Radio France et par le groupe Bayard, qui est une boîte à histoire non connectée à Internet, simplement au téléphone des parents qui chargent ce qu'ils veulent dessus. C'est hautement addictif, mes filles n'en décrochent pas quand elles ne lisent pas, et c'est des contenus de qualité. Donc, je pense que ce sont des solutions très concrètes, assez simples en théorie, de bon sens, et qui finiront par triompher si l'on fait valoir notre plus petit dénominateur commun, qui est notre instinct parental, et la préoccupation légitime que nous avons pour l'apprentissage de nos enfants et pour l'environnement dans lequel évoluent nos enfants. Aujourd'hui, TikTok, Instagram, ce sont des environnements hautement toxiques. Malheureusement, ils n'ont pas d'alternative. Et dernière petite anecdote, qui est plus triste jusque-là, je plaide depuis plus d'1 an pour une idée simple. Dès lors que la régulation ne marche pas, il y a multiples raisons pour lesquelles elle ne peut pas marcher. L'une d'elles, le véritable mur, c'est que les outils de détection automatisée des contenus ne sont pas à l'échelle sur les plateformes des réseaux sociaux. Donc de toute façon, quand même ils le veulent, ils sont incapables de détecter les contenus interdits, sans faire de faux négatifs et de faux positifs en forte proportion. Dès lors donc que cette régulation ne marche pas, créons des alternatives vertueuses. Créons
des médias sociaux européens, souverains, respectant le droit européen en vigueur, n'exposant pas les enfants à la violence, à la pornographie, à des appels à la haine, à la scarification, qui ne reposent pas sur l'économie de la captation de l'attention à des fins publicitaires. Et faisons-le tout de suite. Et donc, cette anecdote est triste parce que je suis confronté systématiquement à des gens qui, sur tous les autres sujets, sont des adeptes de la politique de l'offre, mais sur celui-là, ne sont pas adeptes de la politique de l'offre. Ils sont subitement des adeptes de la politique de la demande. Mais enfin, David ou M. Collomb, non, ça ne marchera jamais. Il n'y aura jamais de clients pour ça. Ce sont généralement des gens qui n'ont pas non plus d'enfants. S'ils avaient des enfants, ils seraient peut-être un peu plus préoccupés par cette question d'exposition. Et enfin, dernière anecdote, qui est plus personnelle. Ce que j'enseigne à mes enfants et surtout à mes élèves, c'est à développer, je ne saurais pas dire ça, de nouvelles addictions aux livres. C'est-à-dire que le circuit de la récompense dopaminique, qui est le circuit exploité par les ingénieurs de Palo Alto et d'ailleurs pour concevoir des outils addictifs, est un outil qui, quand on connaît son processus, peut être utilisé à des fins plus vertueuses. Et donc, j'essaye d'apprendre à mes élèves, et d'encourager mes enfants, à devenir accros à la lecture de textes imprimés. Et je crois que c'est notre responsabilité collective que d'enseigner cet art, d'aimer découvrir des choses. Vous savez, dans le circuit de la récompense dopaminique, la clé fondamentale, c'est la récompense aléatoire. C'est-à-dire que le rat dans sa boîte qui appuie sur un levier pour avoir de la nourriture, si la quantité de nourriture qu'il obtient quand il actionne le levier est fixe, oubliera rapidement le levier, mais quand la quantité de nourriture est aléatoire, là, se met à appuyer frénétiquement au point d'oublier de manger et parfois il meurt. Bon. Et nous sommes des rats dans la boîte de Skinner quand nous sommes exposés à des notifications numériques. Mais nous pouvons aussi être des rats de Skinner exposés au caractère aléatoire de la récompense du livre. Elle est aléatoire. Elle peut développer le même plaisir, elle peut développer la même addiction. Donc, rendons les gens accros aux livres. Voilà. Et aux textes imprimés en général. Merci David. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, donc je vous la confie bien volontiers. Donc, si vous avez des questions pour David ou des remarques. J'ai deux questions très factuelles. C'est que vous avez montré une étude de Google au tout début de la présentation. On a parlé de Meta. Et je voulais savoir dans quelle mesure les grands groupes, donc Google, Meta, pour citer ceux-là, mais ceux que j'ignore ou que je n'identifie pas bien, est-ce qu'ils sont dans quelle mesure ils sont engagés dans cette lutte. Donc Meta, on voit qu'elle s'en retire. Google produit ces statistiques et cette recherche que vous avez montrée au tout début de la présentation. Dans quelle mesure Google, par exemple, est engagé dans cette lutte? C'est la première question. Et puis une question encore un peu plus ponctuelle qui était, est-ce que vous avez les arguments de Gavin Newsom, donc le gouverneur de Californie, qui motivait son veto à cette législation? Je répondrai d'abord à la seconde question. Je crois que c'était des arguments exclusivement économiques. Et le risque qui pesait sur l'emploi de son point de vue, mais de fait, sa subordination aux intérêts des géants du numérique présents sur le territoire de la Californie rendait sa décision malheureusement quasi inévitable. Vous savez, dans les préoccupations des plateformes de réseaux sociaux, la préoccupation politique, c'est les relations publiques, du lobbying est fondamentale. Ensuite, sur la question précédente, c'est pas Google, mais c'est des filiales de Google. Il y a DeepMind et Jigsaw. Jigsaw est une structure indépendante qui est vouée à une réflexion éthique sur les usages du numérique. Bon.
Et j'ai eu l'occasion de travailler très brièvement avec Jigsaw sur une campagne de pré-bunking en amont des élections européennes, des courtes vidéos qui étaient présentées en pré-roll sur YouTube aux électeurs français pour qu'ils soient sensibilisés à des grandes techniques de manipulation. Et ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, certes, ces campagnes sont efficaces, c'est de l'ordre de 5% de la réduction de la prévalence des fausses croyances. Ça peut paraître peu, mais même 0,1% à l'échelle des milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, c'est énorme. Vous sauvez des vies avec 0,01%. En revanche, j'ai constaté qu'il n'y a pas eu d'effort de Google pour améliorer la qualité de la modération du contenu sur YouTube. Et par exemple, YouTube n'a pas de dispositif de classification de ce qu'est de la désinformation en matière climatique, pour ne donner que 7 exemples. Et donc, de mon point de vue, il y a quand même une certaine hypocrisie lorsque vous êtes une entreprise responsable d'une plateforme qui diffuse de la désinformation, mais que sur cette plateforme, vous allez également développer ces petites vidéos. Et je suis arrivé à la conclusion personnelle, en dépit de toute la sympathie que j'ai pour beaucoup de gens chez Google, que c'était au fond une opération de relations publiques. Et que c'est un peu la même chose que quand une entreprise qui fabrique des bouteilles en plastique, comme Coca-Cola, finance une ONG pour qu'elle organise le ramassage des bouteilles de plastique sur les plages. Vous voyez ? Donc, en même temps, ça a le mérite d'exister. Ce que fait Google, vous l'avez dit, X-Twitter ne le fait plus, Meta ne le fait plus, TikTok ne l'a jamais fait. Donc, on est dans un environnement toxique qui va de plus en plus être toxique. Donc, ce qui a le mérite d'exister, a le mérite d'exister. Et mon expérience personnelle, pour finir, répondre aussi à ta question, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle face à la désinformation. Simplement, il y a l'effet cumulé des petites interventions qu'on peut faire à différentes échelles, qui peuvent réduire l'impact. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience nécessaire de ce qu'il faut faire pour préserver la santé des utilisateurs, la santé, ne serait-ce que la santé psychique des utilisateurs des plateformes de réseaux sociaux, préserver notre démocratie d'un chaos qui tend à se développer un peu trop. Et ça doit venir d'une mobilisation collective. Ma conviction la plus profonde, c'est que ça ne viendra pas nécessairement de l'État. Et qu'il nous faut, à un moment donné, prendre nos propres responsabilités, comme d'autres l'ont fait, comme l'ont fait les Ukrainiens en 2014. L'État ukrainien était assez largement corrompu, l'armée était dans l'incapacité de combattre les Russes en Crimée et dans le Donbass, et des citoyens ukrainiens ont pris les choses en main, se sont mobilisés, ont fait du crowdfunding, ont mobilisé des moyens, ont créé des structures de lutte contre la manipulation de l'information. Les Taïwanais, en 2018, quand ils se sont rendus compte que leur démocratie était menacée, se sont mobilisés de la même façon. Et vous savez, comme je sais, que le jour où la société civile se mobilisera, là l'État répondra et accompagnera le mouvement de la société civile, parce qu'il en va de son intérêt. Donc c'est notre responsabilité à nous de faire ce que nous pouvons, chacun à notre échelle, pour lutter contre les manipulations de l'information. Et c'est absolument crucial, c'est l'enjeu du siècle aujourd'hui. Et on a tardé en fait à en prendre conscience. Et beaucoup de gens continuent de le nier. On est en présence des mêmes dispositifs que ceux qu'on a connus avec les mesures prises par les industriels du pétrole et du gaz, ou avant eux les industriels du tabac, pour fabriquer le doute. Donc on a suffisamment d'expérience de ce qui a été fait par le passé pour ne pas nous laisser piéger une nouvelle fois. Merci beaucoup pour votre intervention et pour le livre, qui sont très intéressants. J'ai 2 questions à vous poser. La première qui me permet de rebondir sur ce que vous disiez sur le rôle des États, puisque vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer la résilience, l'immunité des sociétés et des individus. Mais depuis 2022, il y a quand même des décisions assez fortes qui ont été prises par des États. D'abord par les États européens, la décision de bannir RT de l'UE,
qui est une décision qui n'est pas anodine, et la décision qui a été prise récemment en Roumanie, de revenir sur, d'invalider en fait le premier tour de l'élection présidentielle. Je voulais savoir quel regard vous portez sur ce type de décision, encore une fois assez lourde. Est-ce qu'elles risquent d'être contre-productives en donnant des billes aux manipulateurs qui viendraient renforcer leur narratif? Est-ce qu'il n'y a pas même le risque de laisser ce genre d'opération nous pousser à renier des valeurs et des principes fondamentaux pour nos sociétés démocratiques? Ou est-ce qu'au contraire, on est entré dans un âge de la désinformation si brutal qu'il est nécessaire de procéder à un aggiornamento de cet ordre? Et la deuxième question, c'est sur les régulations. Vous avez évoqué la Californie et la question de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous attendez des régulations européennes, de l'AI Act et du DSA en termes de lutte contre les manipulations de l'information? Alors, première question, les deux cas de figure sont très différents. RT, en février-mars 22, j'avais soutenu publiquement dans les colonnes du Monde cette initiative au nom de l'état d'urgence informationnel. Bon. On était dans une guerre informationnelle et il allait de soi dans mon esprit qu'il fallait faire taire les ennemis de la liberté au sein de notre espace informationnel. Et j'ai depuis réalisé que j'avais tort. J'avais tort d'abord parce que c'est une mesure inefficace. Elle est ineffective parce que vous pouvez accéder comme vous voulez à RT, là maintenant, avec votre ordinateur portable, sans aucune difficulté. Bon. Ensuite, c'est une mesure contre-productive parce qu'attentatoire à une liberté. Ce qui conforte le point de vue de ceux qui considèrent que l'État censure une opinion, fût-elle celle du Kremlin. Et cela a eu pour effet, enfin, d'éloigner un certain nombre de consommateurs des informations de RT de notre perception. Ils se sont repliés sur des messageries cryptées, et puis là, si vous voulez, ces messageries sont devenues les incubateurs de théories du complot toujours plus exubérantes. Le cas roumain est très différent. Vous savez, j'ai fini la lecture d'un livre fascinant sur Meta, qui raconte l'histoire interne des luttes au sein de Meta pour l'intégrité de l'information contre Zuckerberg, qui a toujours fait prévaloir la croissance de la plateforme sur l'intégrité de la plateforme. Et dans ce livre, il a été fait mention de dispositifs qui avaient été mis en place lorsque vraiment la situation était critique pour Meta d'un point de vue politique et il leur fallait faire quelque chose dans la perspective des élections 2020. Ils ont créé ce qu'ils appellent des kill switch. Le kill switch, c'est métaphoriquement un bouton que vous actionnez et qui désactive la plateforme. Ils ont activé ce kill switch. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils ont dit stop. Ils ont dit stop momentanément, puis après ils ont remis le bouton dans sa position initiale. Nous autres démocraties devrions avoir des kill switch. Nous aurions dû avoir un kill switch en amont des élections européennes. Et le DSA, notamment l'un de ses articles, je ne sais pas si c'est l'article 40, un des articles du DSA ressemble un peu à un kill switch. Lorsque vous avez un cas de manipulation manifeste, Digital Services Act, c'est le règlement général européen sur les services numériques en ligne qui réglemente les grandes plateformes et qui traite notamment des questions qui ont trait aux impacts toxiques de ces plateformes, notamment en période électorale. Et nous avons besoin de kill switch. Si, vous savez, moi je suis vraiment très inquiet de ce qui s'est passé en Roumanie, parce que si ce qui s'est passé en Roumanie peut se passer en France, pour deux raisons. La première, c'est que la France, comme la Roumanie, a une caractéristique qui est la défiance envers les médias traditionnels. Et c'est le levier sur lequel s'appuie cet écosystème de désinformation pour entraîner les gens vers la réinformation, entre guillemets. Deuxième chose, TikTok, en France, concerne 25 millions de concitoyens. Et cela devient un mode d'accès à l'information. TikTok, c'est pas simplement un endroit où on regarde des vidéos, c'est un endroit où on se renseigne sur l'actualité politique, où sont les élections, qui est candidat aux élections. Et les manipulations de l'information qui se sont produites là, en Roumanie, s'étaient produites avant, mais on n'y avait pas prêté suffisamment attention.
y compris en France avec les vidéos de Jordan Bardella, et qui ont connu une ascension tout à fait extraordinaire sur TikTok. Et donc, il y a fort à craindre que ça se produise également. Mais il y a par ailleurs la problématique X-Twitter. Et indépendamment d'X-Twitter, Musk, qui interfère dans les élections européennes au profit de l'extrême droite, au profit du chaos, au service de ses intérêts propres, qu'ils soient politiques ou économiques. En Allemagne, l'industrie automobile, c'est un concurrent. Donc s'il peut faire s'effondrer l'industrie automobile allemande, il le fera. Bon. Et la question de la régulation, donc nous aurions, nous, besoin que le Conseil constitutionnel, qui est garant de l'intégrité des élections, se prépare à être le kill switch dans un tel cas de figure. Il a été incapable jusqu'à présent de remettre en cause même les plus grandes irrégularités dans le financement des campagnes électorales. Mais rêvons un peu. Peut-être que le prochain président du Conseil constitutionnel aura d'autres visées. S'agissant de la régulation, sur le papier, c'est une très bonne chose. Mais quand la régulation est inapplicable, à quoi sert-elle ? Je vais vous donner le cas le plus extrême que je connaisse, qui est la régulation sur les publicités politiques sur les réseaux sociaux. C'est interdit. En période électorale, c'est interdit purement et simplement. Meta est d'accord. Donc, ils ont créé des outils d'intelligence artificielle dits de classification qui vont détecter les publicités politiques non déclarées. Leur problème, et Zuckerberg l'a évoqué dans sa vidéo sidérante de cet après-midi, c'est que leur système produisent des faux positifs, c'est-à-dire des contenus que les systèmes prennent à tort pour des publicités politiques non déclarées. 60% de faux positifs d'après une étude qui a été réalisée par Paul Bouchot. Et donc ils suppriment des contenus qui ne sont pas des contenus politiques interdits. Donc là c'est vrai, c'est problématique. Mais leurs systèmes produisent 92,5% de faux négatifs. C'est-à-dire d'authentiques publicités non autorisées créées par des mecs au Kremlin ou à Saint-Pétersbourg qui passent sans problème parce qu'ils savent faire, ils savent contourner les outils de classification de Meta qui sont, je peux le dire maintenant que j'ai lu le livre en question, pas du tout à l'échelle, pas du tout capable de produire ce que Mark Zuckerberg nous vend depuis des années, c'est-à-dire depuis 2016-2017, la promesse que l'IA allait régler tous les problèmes en détectant les contenus automatiquement. Ils n'en sont absolument pas capables. Et par conséquent, il nous faut penser en dehors de la réglementation. Je ne dis pas qu'elle est inutile, elle est très utile, notamment parce que l'étude que j'évoque a été rendue possible par le DSA, qui oblige les plateformes à fournir des données aux chercheurs, et donc ces données ont permis d'établir le fait que je viens de mentionner. Mais nous devons mettre en priorité la création d'une safe zone. Parce que là, si on n'a pas compris qu'on a affaire à des taureaux enragés de part et d'autre entre TikTok et X, c'est qu'on n'a pas compris les enjeux qui se présentent. Nous avons besoin aujourd'hui, en Europe, dans la perspective des élections et de la stabilité du continent, de médias sociaux intègres. Parce que les médias sociaux sont le mode d'accès privilégié à l'information pour une proportion croissante de la population. Et on ne peut rien y faire. On n'y changera rien. Ça, malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas agir à l'échelle. Merci David. Je vais peut-être prendre encore une ou deux questions qu'on va regrouper. Encore une question. Merci beaucoup pour votre intervention qui est vraiment fascinante. J'avais une question sur le rôle des bibliothèques justement dans la lutte contre la désinformation, contre l'infodémie. Pensez-vous que les bibliothèques ont un rôle à jouer? Enfin, je pense que c'est une question un petit peu rhétorique. Notamment dans la formation aux usagers, à l'éducation aux médias et à l'information. Je pense que les bibliothèques, notamment les bibliothèques universitaires, pourraient envisager des séminaires aux étudiants de lutte contre la désinformation, et pourrait être cette lutte
contre la désinformation pourrait être inscrite également dans les programmes universitaires. C'est le cas déjà dans l'enseignement secondaire, notamment en 4e, au collège, etc. Il y a vraiment l'EMI est au programme. Il y a des programmes sur la presse, sur les médias, etc. Je pense que dans l'enseignement supérieur et dans les BU, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, parce que c'est effectivement un phénomène qui maintenant prend des proportions terriblement inquiétantes. Alors, je fais un constat qui est encore plus inquiétant. En début d'année, j'arrive très tôt, avant l'ouverture des portes à Sciences Po, et je compte, depuis des années, la proportion des gens qui attendent devant la porte avec un livre dans les mains. Et je parle d'étudiants de Sciences Po. Bon, j'imagine, il y a quelques chartistes parmi vous. J'imagine qu'on n'attend pas devant la porte des chartes en jouant au morpion sur son téléphone. Bon. Ou alors, c'est que tout fout le camp. Bon. Mais cette proportion, ou à ce jeu-là, ces jeux sur lesquels je regarde dans le train ce que font les gens sur leur téléphone. Je suis un garçon naturel très curieux, sans être invasif, je regarde juste. Vous savez, ce jeu où vous faites tomber des choses, les bonbons là, c'est bonbons. Candy Crush. Voilà. Vous jouez pas à Candy Crush devant la bibliothèque des chartes. Bon. Maintenant, vous regardez l'usage de la bibliothèque de Sciences Po, c'est, pardonnez-moi, un usage récréatif de la bibliothèque. C'est pas l'usage que moi j'ai connu où vous entriez dans une salle de lecture, tout le monde était à sa table avec un imprimé sous les yeux. Bon, on n'avait pas le choix, il n'y avait pas Internet, mais on avait notre imprimé sous les yeux. Bon. À partir de là, et dernière chose, moi, le canari dans la mine, la chose qui m'effraie le plus, c'est la proportion de mes élèves qui me rendent, en accompagnement de leurs travaux, des bibliographies ne comportant la mention d'aucun livre. Je dois leur rappeler l'étymologie d'une bibliographie. Et alors, grand étonnement, bibliographie, un rapport assez lointain avec le livre. Donc, je pense qu'avant ce que vous dites, il y a la chose la plus fondamentale, qui est de les mettre presque physiquement en contact avec un objet qui a disparu de leur environnement, qui est le livre, qui est l'imprimé. Mais vraiment un contact, presque leur faire sentir un vieux bouquin pour qu'ils respirent un peu l'odeur d'un bel endroit, quoi. Bon. Et c'est quelque chose qu'on ne fait plus parce que trop souvent, les formations, enfin chez moi, les formations sont des formations essentiellement à l'usage des outils d'accès à la base de données numériques. Il s'agit de repérer comment chercher, comment mener des recherches sur Guernes, sur Gallica, dans les cas extrêmes. Là, c'est vraiment le top niveau. C'est les gens qui sont déjà titulaires d'un doctorat. Non, c'est comment faire une recherche basique, comment aller identifier, comment trouver le journal Le Monde en ligne, etc. C'en est là. Non. Donc, je pense que il y a un besoin. Mais je reprends une seconde ma casquette d'auteur de manuels scolaires. Ça fait 15 ans que je fais des manuels scolaires et je commence à connaître assez bien le secteur. Il y a eu un grand moment de bascule quand les régions ont pris en charge les manuels scolaires. Avant, vous saviez, vous aviez la liste scolaire. En début d'année, les parents recevaient une liste de bouquins que leurs enfants devaient avoir et on allait en librairie. Il y avait des librairies à proximité des établissements scolaires, la librairie du lycée en face de Champollion, à Grenoble. Vous alliez acheter vos livres et puis les enfants étaient en contact avec d'autres livres. Les parents étaient en contact avec d'autres livres que ceux qui étaient sur la liste, éventuellement en acheter d'autres. Et puis il y avait une familiarisation avec le livre en tant qu'objet. Puis quand les régions sont passées à la commande groupée, plus de liste scolaire, plus de contact avec la librairie. La librairie du lycée a fermé. C'est-à-dire que vous avez des générations entières de gens qui ne sont pas issus de milieux favorisés intellectuellement ou socialement, qui n'ont plus de contact avec l'objet et qui vous regardent
même à Sciences Po, en 4e année, comme ça, quand vous leur dites « mais il n'y a pas de livre dans votre bibliographie. Est-ce que vous avez lu des gens qui me font un exposé sur Elon Musk sans se demander s'il y a une biographie d'Elon Musk ?» Des gens qui me font des exposés sans se demander si le sujet a fait l'objet a publié une autobiographie. Ça ne leur vient même pas à l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mon message, c'est d'abord le contact physique avec l'objet. Mon propos est biaisé parce que je suis issu d'une famille d'imprimeurs grenoblois, imprimerie Allier. Donc, j'aime le papier, j'aime l'imprimerie, j'aime l'édition, j'aime le livre. Mais il n'est pas qu'un propos biaisé. Parce que, en termes aussi cognitifs, la qualité de l'apprentissage est meilleure avec la source imprimée qu'avec le PDF que vous allez collecter sur une base de données. Donc il faut d'abord réapprendre le contact avec le livre. Vous savez ce que je leur apprends? Je leur explique les acquis de la science cognitive en termes de bénéfices de la lecture de textes imprimés pour leur apprentissage et la capacité intellectuelle qu'il a leur en termes de développement, en termes de quotient intellectuel. Pourquoi est-ce que le quotient intellectuel baisse en France et il ne baisse pas aux États-Unis? C'est quand même dingue. S'il y a un endroit au monde où le quotient intellectuel doit baisser, c'est les États-Unis, on est tous d'accord. Il ne baisse pas aux États-Unis quand il baisse en France parce qu'il n'est pas mesuré de la même façon. Aux États-Unis, il est mesuré par des questions basiques de connaissances. En France, des tests de connaissances abstraites. Et ce que perdent nos élèves, c'est cette capacité à l'abstraction, y compris les miens. Tout simplement parce que démunis de la lecture profonde, démunis du contact avec le texte imprimé, ils ne permettent plus à leur cerveau ce processus lent d'apprentissage, marqué par la distraction de ce moment où votre cerveau vous dit tiens, va fumer une clope, va lire autre chose, va faire autre chose, va regarder un arbre et caresser un chat avant de revenir dans ta page du livre. Et je leur apprends ça. Je leur apprends aussi à eux qui sont scotchés sur leur téléphone constamment que vous pouvez lire Hannah Arendt en intégralité dans le métro. C'est votre objectif de l'année. Je lis Hannah Arendt dans le métro et vous tenez cet engagement pour peu que vous ayez ne serait-ce que 30 minutes de trajet dans Paris ou à Lyon. C'est des toutes petites choses qu'on peut faire pour les encourager à la lecture de textes imprimés. Et ensuite, en ce qui concerne les mesures de lutte contre les manipulations de l'information, là où les bibliothèques, mais également le Clémy peuvent agir, c'est dans un passage à l'échelle, qui est le passage numérique. J'adore Serge Barbet du Clémy, on est de la même génération, il connaît bien Grenoble, et Serge me parle un jour de son... c'est filmé encore, de son jeu, je vais faire attention, de son jeu de plateau pour former les élèves à la lutte contre la détection des fausses informations. Donc vous imaginez un jeu de plateau, il faut des heures de formation du prof, il faut des heures élèves, c'est extrêmement contraignant. C'est impossible de passer à l'échelle. Vous ne pouvez pas administrer ce jeu à 300 000 personnes ou 500 000 personnes par an. C'est pas pensable, c'est pas possible, c'est pas budgétairement tenable. Mais si ce jeu est disponible en ligne, utilisable aussi bien en classe qu'en dehors de la classe par tout le monde, peut-être que vous aurez 100 000, 150 000 personnes qui l'utiliseront. Donc, ce que peuvent faire les bibliothèques et les bibliothécaires, c'est encourager ce passage à l'échelle qui permettra de toucher les publics au-delà des murs de la bibliothèque. Pardon, je vous ai répondu très longuement et très émotionnellement, mais... Je crois que c'était la dernière question. Merci. En fait. Merci David. Alors, et puis merci à vous pour votre attention et votre participation. Si vous me permettez, je voudrais faire un tout petit peu de publicité pour le séminaire du Centre Gabriel Naudet. Donc le Centre Gabriel Naudet, c'est un des 2 centres de recherche qui sont dans lequel l'ENSIB est partie prenante. Donc c'est un centre de recherche en histoire du livre, de la presse, de l'édition en général. Et donc tous les 2e jeudis de chaque mois, donc nous organisons un séminaire donc consacré à l'histoire du livre, de l'édition. Et donc ce jeudi, nous aurons le plaisir de recevoir Catherine Morer, qui est professeure à l'université de Strasbourg. Donc
à 17h à la salle 101 de l'ENSIB, donc qui nous présentera un de ses ouvrages donc consacré à la maison d'édition La Nuit est bleue, donc qui est une des grandes maisons d'édition alsaciennes et qui nous montrera aussi comment on fait une histoire sans archives, une histoire de maison d'édition sans archives de l'édition. Voilà, donc vous êtes cordialement invités à venir découvrir notre séminaire et à discuter donc avec Catherine Morer et avec les enseignants, chercheurs, membres du Centre Gabriel Naudet. Donc à jeudi, j'espère. Merci à vous. 17h.